Bonjour, alors je vais continuer donc La Princesse de Clèves, on est au milieu de la deuxième partie. Monsieur de Nemours vient d'avoir un petit accident de cheval. Madame de Clèves en était tout affolée. Spontanément, elle est allée vers lui, elle a eu peur et ça s'est vu. Monsieur de Guise, qui aime beaucoup Madame de Clèves, l'a remarqué. Donc voilà, je continue. Madame de Clèves, après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue, fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données. Le chevalier de Guise ne la laissa pas longtemps dans l'espérance que personne ne s'en serait aperçu. Il lui donna la main pour la conduire hors de la lice. « Je suis plus à plaindre que M. de Nemours, madame, lui dit-il. Pardonnez-moi si je sors de ce profond respect que j'ai toujours eu pour vous, et si je vous fais paraître la vive douleur que je sens de ce que je viens de voir. C'est la première fois que j'ai été assez hardi pour vous parler, et ce sera aussi la dernière. La mort, ou du moins un éloignement éternel, m'ôteront d'un lieu où je ne puis plus vivre, puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder sont aussi malheureux que moi. » Donc là, on peut voir que Monsieur de Guise, donc ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a vu que Madame de Clèves, en fait, elle avait un regard amoureux envers de Monsieur de Nemours, en tout cas, si ce n'est amoureux, en tout cas intéressé, alors qu'il pensait qu'elle était intéressée par personne, quoi. Elle arrivait bien à cacher son jeu jusque-là, mais là, hop, la spontanéité, voilà, la frayeur, la peur, bah, lui a fait perdre sa couverture, on va dire. Voilà. Madame de Clèves ne répondit que quelques paroles mal arrangées, comme si elle n'eût pas entendu ce que signifiait celle du chevalier de Guise. Dans un autre temps, elle aurait été offensée qu'il lui eût parlé des sentiments qu'il avait pour elle, mais dans ce moment, elle ne sentit que l'affliction de voir qu'il s'était aperçu de ceux qu'elle avait pour M. de Nemours. Le chevalier de Guise en fut si convaincu et si pénétré de douleur que, dès ce jour, il prit la résolution de ne penser jamais à être aimé de Madame de Clèves. Mais pour quitter cette entreprise qui lui avait paru si difficile et si glorieuse, il en fallait quelque autre dont la grandeur pût l'occuper. Il se mit dans l'esprit de prendre Rhodes, dont il avait déjà eu quelques pensées, et quand la mort l'ôta du monde dans la fleur de sa jeunesse, et dans le temps qu'il avait acquis la réputation d'un des plus grands princes de son siècle, le seul regret qu'il témoigna de quitter la vie fut de n'avoir pu exécuter une si belle résolution dont il croyait le succès infaillible par tous les soins qu'il en avait pris. Madame de Clèves, en sortant de la lice, alla chez la reine, l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé. Monsieur de Nemours y vint peu de temps après, habillé magnifiquement, et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé. Il paraissait même plus gai que de coutume, et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément. Voilà, en gros, il est tellement joyeux et heureux que Madame de Clèves ait montré une petite inclination que il est encore plus séduisant, quoi. Il est heureux, donc voilà, il brille. Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra. Il n'y eut personne qui ne lui demanda de ses nouvelles, excepté Madame de Clèves, qui demeura auprès de la cheminée sans faire semblant de le voir. Le roi sortit d'un cabinet où il était, et le voyant parmi les autres, il l'appela pour lui parler de son aventure. Monsieur de Nemours passa auprès de Madame de Clèves et lui dit tout bas : « J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié, madame, mais ce n'est pas de celle dont je suis le plus digne. » Madame de Clèves s'était bien doutée que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui, et ses paroles lui firent voir qu'elle ne s'était pas trompée. Ce lui était d'une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Elle en avait aussi beaucoup que M. de Nemours les connut. Mais cette dernière douleur n'était pas si entière. Elle était mêlée de quelque sorte de douceur. La reine Dauphine, qui avait une extrême impatience de savoir ce qu'il y avait dans la lettre que Chastelar lui avait donnée, s'approcha de Madame de Clèves. « Allez lire cette lettre, lui dit-elle. Elle s'adresse à M. de Nemours, et selon les apparences, elle est de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Si vous ne la pouvez lire présentement, gardez-la. Venez ce soir à mon coucher pour me la rendre et pour me dire si vous en connaissez l'écriture. » Madame la Dauphine quitta Madame de Clèves après ces paroles et la laissa si étonnée dans un si grand saisissement qu'elle fut quelque temps sans pouvoir sortir de la place. L'impatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine. Elle s'en alla chez elle.
quoiqu'il ne fût pas l'heure où elle avait accoutumé de se retirer. Elle tenait cette lettre avec une main tremblante. Ses pensées étaient si confuses qu'elle n'en avait aucune distincte, et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, qu'elle ne connaissait point et qu'elle n'avait jamais sentie. Sitôt qu'elle fut dans son cabinet, elle ouvrit cette lettre et la trouva telle lettre. Je vous ai trop aimé pour vous laisser croire que le changement qui vous paraît en moi soit un effet de ma légèreté. Je veux vous apprendre que votre infidélité en est la cause. Vous êtes bien surpris que je vous parle de votre infidélité. Vous me l'aviez cachée avec tant d'adresse, et j'ai pris tant de soin de vous cacher que je le savais, que vous avez raison d'être étonné qu'elle me soit connue. Je suis surprise moi-même que j'ai pu ne vous en rien faire paraître. Jamais douleur n'a été pareille à la mienne. Je croyais que vous aviez pour moi une passion violente. Je ne vous cachais plus celle que j'avais pour vous. Et dans le temps que je vous la laissais voir tout entière, j'appris que vous me trompiez, et que vous en aimiez une autre, et que selon toutes les apparences, vous me sacrifiez à cette nouvelle maîtresse. Je le sus le jour de la course de bague. C'est ce qui fit que je n'y allais point. Je feignis d'être malade pour cacher le désordre de mon esprit, mais je le devins en effet, et mon corps ne put supporter une si violente agitation. Quand je commençai à me porter mieux, je feignis encore d'être fort mal, afin d'avoir un prétexte de ne vous point voir, et de ne vous point écrire. Je voulus avoir du temps pour résoudre de quelle sorte j'en devais user avec vous. Je priai et je quittai 20 fois les mêmes résolutions, mais enfin je vous trouvai indigne de voir ma douleur, et je résolus de ne vous la point faire paraître. Je voulus blesser votre orgueil en vous faisant voir que ma passion s'affaiblissait d'elle-même. Je crus diminuer par là le prix du sacrifice que vous en faisiez. Je ne voulus pas que vous eussiez le plaisir de montrer combien je vous aimais pour en paraître plus aimable. Je résolus de vous écrire les lettres tièdes et languissantes pour jeter dans l'esprit de celle à qui vous les donniez que l'on cessait de vous aimer. Je ne voulus pas qu'elle eût le plaisir d'apprendre que je savais qu'elle triomphait de moi. Ni augmenter triomphe par mon désespoir et par mes reproches. Je pensais que je ne vous punirais pas assez en rompant avec vous et que je ne vous donnerais qu'une légère douleur si je cessais de vous aimer lorsque vous ne m'aimiez plus. Je trouvais qu'il fallait que vous m'aimassiez pour sentir le mal de n'être point aimé, que j'éprouvais si cruellement. Je crus que, si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eus pour moi, c'était de vous faire voir que les miens étaient changés, mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher, et comme si je n'eusse pas eu la force de vous l'avouer. Je m'arrêtai à cette résolution, mais qu'elle me fut difficile à prendre, et qu'en vous revoyant, elle me parut impossible à exécuter. Je fus prête 100 fois à éclater par mes reproches et par mes pleurs. L'état où j'étais encore par ma santé me servit à vous déguiser mon trouble et mon affliction. Je fus soutenue ensuite par le plaisir de dissimuler avec vous, comme vous dissimuliez avec moi. Néanmoins, je me faisais une si grande violence pour vous dire, et pour vous écrire que je vous aimais, que vous vîtes plutôt que je n'avais eu dessein de vous laisser voir que mes sentiments étaient changés. Vous en fûtes blessé, vous en plaignîtes, je tâchais de vous rassurer, mais c'était d'une manière si forcée que vous en étiez encore mieux persuadé que je ne vous aimais plus. Enfin, je fis tout ce que j'avais eu l'intention de faire. La bizarrerie de votre cœur vous fit revenir vers moi, à mesure que vous voyiez que je m'éloignais de vous. J'ai joui de tout le plaisir que peut donner la vengeance. Il m'a paru que vous m'aimiez mieux que vous n'aviez jamais fait, et je vous ai fait voir que je ne vous aimais plus. J'ai eu lieu de croire que vous aviez entièrement abandonné celle pour qui vous m'aviez quitté. J'ai eu aussi des raisons pour être persuadée que vous ne lui aviez jamais parlé de moi, mais votre retour et votre discrétion n'ont pu réparer votre légèreté. Votre cœur a été partagé entre moi et une autre. Vous m'avez trompé. Cela suffit pour m'ôter le plaisir d'être aimé de vous, comme je croyais mériter de l'être, et pour me laisser dans cette résolution que j'ai prise de ne vous voir jamais et dont vous êtes si surpris. Madame de Clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de Nemours ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé, et qu'il en aimait d'autres qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur, qui avait une passion violente, qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne, et à un autre qu'elle maltraitait pour amour pour lui. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée, et que si M. de Nemours n'eût point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fût pas souciée qu'il en eût aimé une autre. Mais elle se trompait elle-même, et ce mal
qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée. Elle voyait par cette lettre que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite. Elle lui paraissait digne d'être aimée. Elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même, et elle enviait la force qu'elle avait eue de cacher ses sentiments à M. de Nemours. Elle voyait par la fin de la lettre que cette personne se croyait aimée. Elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître et dont elle avait été si touchée n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire. Enfin, elle pensait tout ce qui pouvait augmenter son affliction et son désespoir. Quel retour ne fit-elle point sur elle-même? Quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donnés? Combien se repentit-elle de ne s'être pas opiniâtrée à se séparer du commerce du monde, malgré M. de Clèves, ou de n'avoir pas suivi la pensée qu'elle avait eue de lui avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. Elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de la découvrir à son mari, dont elle connaissait la bonté, et qui aurait eu intérêt à la cacher, que de la laisser voir à un homme qui en était indigne, qui la trompait, qui la sacrifiait peut-être, et qui ne pensait à être aimé d'elle que par un sentiment d'orgueil et de vanité. Enfin, elle trouva que tous les maux qui lui pouvaient arriver, et toutes les extrémités où elle se pouvait porter, étaient moindres que d'avoir laissé voir à M. de Nemours qu'elle l'aimait, et de connaître qu'il en aimait une autre. Tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance, elle n'avait plus rien à craindre d'elle-même, et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince. Bon, alors là, la petite Madame de Clèves, elle est toute chamboulée. Voilà, elle apprend ce que c'est que l'amour, la jalousie. Elle s'en veut tellement d'aimer ce Monsieur de Nemours. Elle aurait voulu peut-être plus le dire à son mari pour qu'il l'éloigne. Elle veut pas être là-dedans. En fait, elle a peur d'être déçue. Elle voit qu'une femme intelligente a écrit une lettre à Monsieur de Nemours et qui était une femme qui a l'air quand même assez intelligente et qui finalement s'est sentie trahie à la fin. Mais bon, ça c'est la vie, hein, je dirais. Voilà. Donc la petite Madame de Clèves, elle est toute chamboulée. Et là, elle découvre ce que c'est que l'amour. Voilà. Elle ne pensa guère à l'ordre que Madame la Dauphine lui avait donné de se trouver à son coucher. Elle se mit au lit et feignit de se trouver mal, en sorte que, quand M. de Clèves revint de chez le roi, on lui dit qu'elle était endormie. Mais elle était bien éloignée de la tranquillité qui conduit au sommeil. Elle passa la nuit sans faire autre chose que de s'affliger et relire la lettre qu'elle avait entre les mains. Madame de Clèves n'était pas la seule personne dont cette lettre troublait le repos. Le vidame de Chartres, qui l'avait perdue, et non pas M. de Nemours, en était d'une extrême inquiétude. Il avait passé tout le soir chez M. de Guise, qui avait donné un grand souper au duc de Ferrare, son beau-frère, et à toute la jeunesse de la cour. Le hasard fit qu'en soupant, on parla de jolies lettres. Le vidame de Chartres dit qu'il en avait une sur lui, plus jolie que toutes celles qui avaient jamais été écrites. On le pressa de la montrer, il s'en défendit. M. de Nemours lui soutint qu'il n'en avait point et qu'il ne parlait que par vanité. Le vidame lui répondit qu'il poussait sa discrétion à bout, que néanmoins il ne montrerait pas la lettre, mais qu'il en lirait quelque endroit, qui ferait juger que peu d'hommes en recevaient de pareilles. En même temps, il voulut prendre cette lettre et ne la trouva point. Il la chercha inutilement, on lui en fit la guerre, mais il parut si inquiet que l'on cessa de lui en parler. Il se retira plus tôt que les autres et s'en alla chez lui avec impatience pour voir s'il n'y avait point laissé la lettre qui lui manquait. Comme il la cherchait encore, un premier valet de chambre de la reine le vint trouver pour lui dire que la vicomtesse d'Uzès avait cru nécessaire de l'avertir en diligence que l'on avait dit chez la reine qu'il était tombé une lettre de galanterie de sa poche pendant qu'il était au jeu de paume, que l'on avait raconté une grande partie de ce qui était dans la lettre, que la reine avait témoigné beaucoup de curiosité de la voir, qu'elle l'avait envoyé demander à un de ses gentilshommes servants, mais qu'il avait répondu qu'il l'avait laissé entre les mains de Chastelard. Le premier valet de chambre dit encore beaucoup d'autres choses au vidame de Chartres, qui achevèrent de lui donner un grand trouble. Il sortit à l'heure même pour aller chez un gentilhomme qui était ami intime de Chastelard. Il le fit lever, quoique l'heure fût extraordinaire, pour aller demander cette lettre sans dire qui était celui qui le demandait et qui l'avait perdu. Chastelard, qui avait l'esprit prévenu qu'elle était à M. de Nemours et que ce prince était amoureux de Madame la Dauphine, ne douta point que ce ne fût lui qui la faisait redemander.
Il répondit avec une maligne joie qu'il avait remis la lettre entre les mains de la reine Dauphine. Le gentilhomme vint faire cette réponse au vidame de Chartres. Elle augmenta l'inquiétude qu'il avait déjà et y en joignit encore de nouvelles. Après avoir été longtemps irrésolu sur ce qu'il devait faire, il trouva qu'il n'y avait que M. de Nemours qui pût lui aider à sortir de l'embarras où il était. Il s'en alla chez lui et entra dans sa chambre, que le jour ne commençait qu'à paraître. Ce prince dormait d'un sommeil tranquille. Ce qu'il avait vu le jour précédent de Madame de Clèves ne lui avait donné que des idées agréables. Il fut bien surpris de se voir réveillé par le vidame de Chartres, et lui demanda si c'était pour se venger de ce qu'il avait dit pendant le souper, qu'il venait troubler son repos. Le vidame lui fit bien juger par son visage qu'il n'y avait rien que de sérieux au sujet qui l'amenait. « Je viens vous confier la plus importante affaire de ma vie, lui dit-il. Je sais bien que vous ne m'en devez pas être obligé, puisque c'est dans un temps où j'ai besoin de votre secours, mais je sais bien aussi que j'aurais perdu de votre estime si je vous avais appris tout ce que je vais vous dire, sans que la nécessité m'y eût contraint. J'ai laissé tomber cette lettre dont je parlais hier au soir. Il m'est d'une conséquence extrême que personne ne sache qu'elle s'adresse à moi. Elle a été vue de beaucoup de gens qui étaient dans le jeu de paume, où elle tomba hier. Vous y étiez aussi, et je vous demande en grâce de vouloir bien dire que c'est vous qui l'avez perdue. Il faut que vous croyiez que je n'ai point de maîtresse, reprit M. de Nemours en souriant, pour me faire une pareille proposition et pour vous imaginer qu'il n'y ait personne avec qui je ne me puisse brouiller en laissant croire que je reçois de pareilles lettres. Je vous prie, dit le vidame, écoutez-moi sérieusement. Si vous avez une maîtresse, comme je n'en doute point, quoique je ne sache pas qui elle est, il vous sera aisé de vous justifier et je vous en donnerai les moyens infaillibles. Quand vous ne vous justifierez pas auprès d'elle, il ne vous en peut coûter que d'être brouillé pour quelques moments. Mais moi, par cette aventure, j'ai déshonneur une personne qui m'a passionnément aimée et qui est une des plus estimables femmes du monde. Et d'un autre côté, je m'attire une haine implacable qui me coûtera ma fortune et peut-être quelque chose de plus. « Je ne puis entendre tout ce que vous me dites, répondit M. de Nemours, mais vous me faites entrevoir que les bruits qui ont couru de l'intérêt d'une grande princesse prenaient à vous ne sont pas entièrement faux. »« Ils ne le sont pas aussi, répartit le vidame de Chartres, et plus à Dieu qu'ils le fussent. Je ne me retrouverai pas dans l'embarras où je me trouve, mais il faut vous raconter tout ce qui s'est passé pour vous faire voir tout ce que j'ai à craindre. Depuis que je suis à la cour, la reine m'a toujours traité avec beaucoup de distinction et d'agrément, et j'avais eu lieu de croire qu'elle avait de la bonté pour moi. Néanmoins, il n'y avait rien de particulier, et je n'avais jamais songé à avoir d'autres sentiments pour elle que ceux du respect. J'étais même fort amoureux de Madame de Thémines. Il est aisé de juger en la voyant qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour elle quand on en est aimé. Et je l'étais. Il y a près de 2 ans que, comme la cour était à Fontainebleau, je me trouvais 2 ou 3 fois en conversation avec la reine, à des heures où il y avait très peu de monde. Il me parut que mon esprit lui plaisait, et qu'elle entrait dans tout ce que je disais. Un jour, entre autres, on se mit à parler de la confiance. Je dis qu'il n'y avait personne en qui j'en eusse une entière, que je trouvais que l'on se repentait toujours d'en avoir et que je savais beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé. La reine me dit qu'elle m'en estimait davantage, qu'elle n'avait trouvé personne en France qui eût du secret, et que c'était ce qui l'avait le plus embarrassée, parce que cela lui avait ôté le plaisir de donner sa confiance, et que c'était une chose nécessaire dans la vie que d'avoir quelqu'un à qui on pût parler, et surtout pour les personnes de son rang. Les jours suivants, elle reprit encore plusieurs fois la même conversation. Elle m'apprit même des choses assez particulières qui se passaient. Enfin, il me sembla qu'elle souhaitait de s'assurer de mon secret, qu'elle avait envie de me confier les siens. Cette pensée m'attacha à elle, je fus touchée de cette distinction, et je lui fis ma cour avec beaucoup plus d'assiduité que je n'avais accoutumé. Un soir, que le roi et toutes les dames s'étaient allés promener à cheval dans la forêt, où elle n'avait pas voulu aller parce qu'elle s'était trouvée un peu mal, je demeurai auprès d'elle. Elle descendit au bord de l'étang et quitta la main de ses écuyers pour marcher avec plus de liberté. Après qu'elle eut fait quelques tours, elle s'approcha de moi et m'ordonna de la suivre. « Je veux vous parler, me dit-elle, et vous verrez ce que je veux vous dire, que je suis de vos amis. » Elle s'arrêta à ces paroles et me regarda fixement. « Vous êtes amoureux, continua-t-elle, et parce que vous ne vous fiez peut-être à personne, vous croyez que votre amour n'est pas su. Mais il est connu, et même des personnes intéressées. On vous observe, on sait les lieux où vous voyez votre maîtresse, on a dessein de vous y surprendre. Je ne sais qui elle est, je ne vous le demande point, et je veux seulement vous garantir des malheurs où vous pouvez tomber. Voyez, je vous prie, quel piège me tendait la reine, et combien il était difficile de n'y pas tomber.
Elle voulait savoir si j'étais amoureux. Et en ne me demandant point de qui je l'étais, et en ne me laissant voir que la seule intention de me faire plaisir, elle m'ôtait la pensée qu'elle me parlât par curiosité ou par dessein. Cependant, contre toutes sortes d'apparences, je démêlais la vérité. J'étais amoureux de madame de Thémines, mais quoiqu'elle m'aimât, je n'étais pas assez heureux pour avoir des lieux particuliers à la voir, et pour craindre d'y être surpris. Et ainsi je vis bien que ce ne pouvait être elle dont la reine voulait parler. Je savais bien aussi que j'avais un commerce de galanterie avec une autre femme moins belle et moins sévère que madame de Thémines, et qu'il n'était pas impossible que l'on eût découvert le lieu où je la voyais. Mais comme je m'en souciais peu, il m'était aisé de me mettre à couvert de toutes sortes de périls en cessant de la voir. Ainsi je pris le parti de ne rien avouer à la reine et de l'assurer au contraire qu'il y avait très longtemps que j'avais abandonné le désir de me faire aimer des femmes dont je pouvais espérer l'être, parce que je les trouvais quasi tout indignes d'attacher un honnête homme, et qu'il n'y avait que quelque chose fort au-dessus d'elle qui pût m'engager. « Vous ne me répondez pas sincèrement, répliqua la reine. Je sais le contraire de ce que vous me dites. La manière dont je vous parle vous doit obliger à ne rien me cacher. Je veux que vous soyez de mes amis. » Continua-t-elle, mais je ne veux pas, en vous donnant cette place, ignorer quels sont vos attachements. Voyez si vous la voulez acheter, au prix de me les apprendre. Je vous donne 2 jours pour y penser, mais après ce temps-là, songez bien à ce que vous me direz. Et souvenez-vous que si, dans la suite, je trouve que vous m'avez trompé, je ne vous pardonnerai pas de ma vie. La reine me quitta après avoir dit ces paroles, sans attendre ma réponse. Vous pouvez croire que je demeurais l'esprit bien rempli de ce qu'elle venait de me dire. Les 2 jours qu'elle m'avait donnés pour y penser ne me parurent pas trop longs pour me déterminer. Je voyais qu'elle voulait savoir si j'étais amoureux et qu'elle ne souhaitait pas que je le fusse. Je voyais les suites et les conséquences du parti que j'allais prendre. Ma vanité n'était pas peu flattée d'une liaison particulière avec une reine, et une reine dont la personne est encore extrêmement aimable. D'un autre côté, j'aimais madame de Thémines, et quoique je lui fisse une espèce d'infidélité pour cette autre femme dont je vous ai parlé, je ne me pouvais résoudre à rompre avec elle. Je voyais aussi le péril où je m'exposais en trompant la reine et combien il était difficile de la tromper. Néanmoins, je ne pus me résoudre à refuser ce que la fortune m'offrait, et je priai le hasard de tout ce que ma mauvaise conduite pouvait m'attirer. Je rompis avec cette femme dont on pouvait découvrir le commerce, et j'espérais de cacher celui que j'avais avec madame de Thémines. Au bout des 2 jours que la reine m'avait donnés, comme j'entrai dans la chambre où toutes les dames étaient au cercle, elle me dit tout haut avec un air grave qui me surprit. « Avez-vous pensé à cette affaire dont je vous ai chargé, et en savez-vous la vérité ?» « Oui, madame, lui répondis-je, et elle est comme je l'ai dit à votre majesté. »« Venez ce soir à l'heure que je dois écrire, répliqua-t-elle, et j'achèverai de vous donner mes ordres. » Je fis une profonde révérence sans rien répondre, et ne manquai pas de me trouver à l'heure qu'elle m'avait marquée. Je la trouvai dans la galerie où était son secrétaire et quelques-unes de ses femmes. Sitôt qu'elle me vit, elle vint à moi et me mena à l'autre bout de la galerie. « Eh bien, me dit-elle, est-ce après y avoir pensé que vous n'avez rien à me dire? Et la manière dont j'en use avec vous ne mérite-t-elle pas que vous me parliez sincèrement? » « C'est parce que je vous parle sincèrement, madame, lui répondis-je, que je n'ai rien à vous dire. Et je jure à votre majesté avec tout le respect que je lui dois, que je n'ai d'attachement pour aucune femme de la cour. Je le veux croire, répartit la reine, parce que je le souhaite. Et je le souhaite parce que je désire que vous soyez entièrement attaché à moi, et qu'il serait impossible que je fusse contente de votre amitié si vous étiez amoureux. On ne peut se fier à ceux qui le sont, on ne peut s'assurer de leurs secrets. Ils sont trop distraits et trop partagés, et leur maîtresse leur fait une première occupation qui ne s'accorde point avec la manière dont je veux que vous soyez attaché à moi. Souvenez-vous donc que c'est sur la parole que vous me donnez, que vous n'avez aucun engagement, que je vous choisis pour vous donner toute ma confiance. Souvenez-vous que je veux la vôtre tout entière, et que je veux que vous n'ayez ni amis, I et IE, que ceux qui me seront agréables, et que vous abandonniez tout autre soin que celui de me plaire. Je ne vous ferai pas perdre celui de votre fortune, je la conduirai avec plus d'application que vous-même, et quoi que je fasse pour vous, je m'en tiendrai trop bien récompensé si je vous trouve pour moi tel que je l'espère. Je vous choisis pour vous confier tous mes chagrins et pour m'aider à les adoucir. Vous pouvez juger qu'ils ne sont pas médiocres. Je souffre en apparence, sans beaucoup de peine, l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois. Mais il m'est insupportable.
Elle gouverne le roi, elle le trompe, elle me méprise, tous mes gens sont à elle. La reine, ma belle-fille, fière de sa beauté et du crédit de ses oncles, ne me rend aucun devoir. Le connétable de Montmorency est maître du roi et du royaume. Il me hait, et m'a donné des marques de sa haine que je ne puis oublier. Le maréchal de Saint-André est un jeune favori et audacieux, qui n'en eusse pas mieux avec moi que les autres. Le détail de mes malheurs vous ferait pitié. Je n'ai osé jusqu'ici me fier à personne. Je me fie à vous. Faites que je m'en repente, que je ne m'en repente point, et soyez ma seule consolation. Les yeux de la reine rougirent en achevant ces paroles. Je pensais me jeter à ses pieds, tant je fus véritablement touchée de la bonté qu'elle me témoignait. Depuis ce jour-là, elle eut en moi une entière confiance, elle ne fit plus rien sans m'en parler, et j'ai conservé une liaison qui dure encore. Donc là, M. de Nemours va être certainement accepté de couvrir son ami, parce que son ami risque gros quand même. Donc il va certainement, oui, lui accepter ça, mais du coup ça va causer des quiproquos avec Madame de Clèves, et voilà, donc toutes ces histoires de secrets, de non-dits, voilà, c'est l'état d'esprit de ce siècle-là. Voilà. Et voilà, donc là c'est la fin de la deuxième partie. Voilà. Bonne soirée.